Bonjour, je m'appelle Mbahi, je suis consultant en insertion professionnelle et aujourd'hui, sans plus tarder, voici un nouvel épisode sur le syndrome de l'imposteur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Massingu. C'est un podcast qui s'attache à décrypter et à analyser les grandes questions liées à l'emploi, aux méthodes de recherche d'emploi, à la psychologie du travail et aussi à la sociologie des entreprises. Notre objectif est d'offrir à notre public, composé majoritairement de professionnels cadres, des éclairages utiles sur les enjeux contemporains du monde du travail. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Léa Chantrel, qui est coach sur le syndrome de l'imposteur. Alors, elle va vous expliquer ce que c'est. Et je vais tout de suite lui laisser la parole. Super, merci Mbahi. Donc oui, moi je m'appelle Léa Chantrel, je suis coach, formatrice et conférencière sur le syndrome de l'imposteur. Je suis également l'une des premières conférencières associées de l'Institut du syndrome de l'imposteur aux États-Unis, qui a été créé par le docteur Valérie Young, qui est l'experte mondiale sur le sujet. Et aujourd'hui, j'interviens, alors que ce soit à travers des ateliers, des formations, et surtout à travers mon programme By l'imposteur que j'ai créé, qui est un programme de formation et de coaching, qui est dédié notamment aux femmes pour les aider à apprendre à apprivoiser leur syndrome de l'imposteur et pouvoir muscler leur confiance en elles, notamment dans leur vie professionnelle, pour enfin se sentir légitimes, à leur place et compétentes. C'est un programme. C'est un vaste programme, mais extrêmement important sur une carrière. De toute façon, vous allez nous dire comment tout ça se décante. Mais ma première question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est, selon vous, comment définissez-vous le syndrome de l'imposteur ? Alors, le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est, on peut appeler ça un biais cognitif, mais surtout une croyance. La croyance de ne pas être aussi compétent, intelligent ou qualifié que ce que tout le monde pense. Le truc avec le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on pense ça alors qu'on a des preuves évidentes de nos réussites, de nos succès, de nos réalisations. Voilà, j'ai travaillé 15 ans dans la même boîte, j'ai été successful, j'ai eu plein de réalisations, mes projets ont réussi, etc. Mais là, quand bien même tout le monde me le dit, mon manager me félicite, moi je suis convaincue que en fait, je suis pas du tout compétent ou compétente dans ce que je fais. Et c'est vraiment le côté sombre du syndrome de l'imposteur, c'est qu'en fait, on est dans une presque incapacité à internaliser nos réussites, c'est-à-dire à s'approprier nos réussites, nos succès. On va trouver des facteurs externes pour expliquer qu'on puisse avoir réussi. On va dire, voilà, c'était un coup de chance, j'ai eu un coup de bol, là, j'ai eu un peu d'aide. Tout sauf le fait qu'on puisse avoir contribué à ce succès. Et enfin, pour finir de le définir, quand on parle des 3 caractéristiques du syndrome de l'imposteur, la dernière, c'est justement cette peur d'être découvert, qui est souvent assez inconsciente, assez secrète. C'est-à-dire qu'on a peur qu'à un moment donné, on vienne nous taper un peu sur l'épaule pour nous dire « mais attends, t'es pas du tout à ta place, là, faut dégager ». Et en fait, que les autres se rendent compte que nous sommes un imposteur, puisque nous-mêmes, on est convaincus qu'on n'est pas à notre place, quoi. Mais avant d'aller sur l'autre question, je pense que tout le monde se pose cette question. Bon, c'est vrai que c'est complexe, parce que chaque humain est différent, mais d'où ça vient ? Oula, il y a plein de raisons, il y a plein d'origines qui peuvent expliquer le syndrome de l'imposteur. Évidemment, certaines liées à l'enfance, aux messages qu'on a reçus, etc. Ça peut être aussi, en fait, on en parle moins parce que on attribue souvent justement le syndrome de l'imposteur essentiellement au fait de ce qui s'est passé dans notre enfance. Évidemment, ça peut jouer. Si on t'a jamais encouragé, si on n'a jamais toujours pointé du doigt tes échecs, tes erreurs, plein de choses qui peuvent expliquer dans l'enfance qu'aujourd'hui on a un syndrome de l'imposteur. Ce qu'on oublie souvent de mentionner, c'est à quel point on peut avoir des contextes, des facteurs dans notre situation actuelle qui peuvent alimenter ou engendrer le syndrome de l'imposteur. Typiquement,
être dans un environnement très concurrentiel, très compétitif, où les résultats, où la réussite se mesure uniquement aux résultats chiffrés, par exemple. Ça peut être dans des secteurs d'activité, je pense à l'IT, où tout bouge tout le temps, tout évolue constamment, et en fait, on a l'impression que quand bien même on a enfin compris acquis une compétence, il y en a une nouvelle qui débarque, et du coup, il faudrait réapprendre autre chose, et du coup, finalement, on n'est plus à la hauteur. Enfin, il y a plein de situations qui peuvent expliquer ça. Et puis les situations aussi, et c'est en lien avec ce que tu fais aussi, toi, Mbaye, ça va te parler, hein, les périodes de changement, de transition, voilà, où là, on se reconvertit, ou alors on est un peu au chômage. Il se passe des choses là qui sont pas évidemment confortables et qui peuvent, parce qu'en fait, on se retrouve surtout tout seul, nous-mêmes, juges de nos compétences et de notre légitimité. Et donc, ça aussi, ça peut venir aller activer. Alors moi, j'aime beaucoup appeler l'imposteur Maurice. Ça peut aller activer Maurice là, qui va venir nous raconter que, en effet, du coup, on n'est pas du tout compétent. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est plein de choses qui peuvent mener à ça. Il n'y a pas une chose, d'accord. D'où la complexité de votre travail. Ouais. Du coup, ça m'a permis d'avoir la rampe de lancement pour l'autre question. C'est la question que maintenant tout le monde se pose, c'est concrètement quelles sont les conséquences, enfin quelles sont les principales conséquences du syndrome d'imposteur sur la carrière professionnelle. Il y en a plein, comme tu le mentionnes, comme vous le mentionniez. Je sais pas si il y en a, en fait, ça va dépendre des profils, ça va dépendre des gens, ça va dépendre de l'intensité avec laquelle on le vit, ça c'est sûr et certain. Donc j'ai pas une conséquence, voilà, c'est ces conséquences-là. Ça peut vraiment varier. Mais ce qu'on voit souvent, c'est quand même souvent une suradaptation, c'est-à-dire des gens qui vont avoir tendance à travailler 2 fois plus que la moyenne ou que la norme pour essayer de compenser leur incompétence. Ça peut nous mener à des burn-out, typiquement. Personnellement, moi, je sais que c'est de cette manière-là que je l'ai vécu. J'étais dans un environnement bienveillant, machin, mais je travaillais bien plus que nécessaire. J'essayais de compenser ce sentiment d'incompétence en travaillant plus dur, plus tard, plus fort que les autres. On peut aussi, du coup, s'auto-saboter. Donc, on va refuser des opportunités, on va rester dans un job pour lequel on est bien trop compétent, par exemple, on va pas oser postuler ailleurs. On peut refuser des projets, des promotions, refuser de se reconvertir parce qu'on pense qu'on va pas y arriver. Donc, peut y avoir tout ça aussi. Les conséquences aussi, ça peut être, alors je pense à notamment des profils plus managers, ou pas d'ailleurs, mais ça peut être beaucoup de perte de temps. Parce que souvent, avec le syndrome de l'imposteur, on a une espèce de perfectionnisme, oui, tu vois. Okay. Faut que tout soit parfait, faut que je vais essayer de tout contrôler, machin. Donc, si t'es manager, tu vois, tu veux tout contrôler, donc tu te finis à faire du micromanagement, tu veux tout, avoir la main un peu sur tout. Et puis encore ce perfectionnisme de c'est jamais assez bien, je suis jamais assez prêt ou prête, et donc je perds énormément de temps, voire je n'y vais jamais. Pareil sur les connaissances, j'ai pas assez le bon diplôme, je vais aller reprendre un master 2, alors que tu vois en fait peut-être une formation, je vais perdre du temps, je peux perdre du temps. Et puis derrière tout ce que ça peut engendrer en termes de perte de visibilité, c'est-à-dire je vais pas oser parler de moi, de mes réussites, je vais pas oser négocier mon salaire, je vais pas oser avoir un certain leadership, etc. Bref, c'est la principale compétence, c'est ça, en fait, la principale conséquence, elle est là, c'est que il y a de la compétence, il y a du potentiel, mais il est complètement sous-exploité. Et ça, c'est, en fait, j'ai envie de dire, ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas que je vois aussi, c'est des gens qui vont vraiment très bien réussir à donner le change, à feinter la confiance en soi, à feinter le OK, j'arrive à me vendre, j'arrive à le faire, j'arrive à... Mais intérieurement, le discours interne et le ressenti interne est extrêmement négatif, extrêmement difficile. Et donc, c'est des gens, je reviens un peu à ces histoires de burn-out, mais pour qui la santé mentale, en fait, en prend un énorme coup parce qu'ils sont constamment en contradiction entre ce qu'ils montrent et ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. Et là,
j'ai envie de te dire, insomnie, en effet, se couper un peu du lien avec les autres, sentiment d'isolement, de solitude, ça peut être rude. Ah, donc ça peut être des deux côtés. Quelqu'un qui va se cacher et quelqu'un qui va surexposer. Ouais. Et donc... Tu vois un peu des deux, ouais. Tu vois soit des profils où ça se voit que c'est des personnes qui n'arrivent pas à se mettre en avant, qui n'arrivent pas à... Voilà. Et il y en a aussi où vraiment, spontanément, ça ne se voit pas. Moi, je faisais partie de cette deuxième catégorie. Tout le monde pensait que j'avais archi confiance en moi. Parce que je donnais chance, j'avais le sourire et toujours la patate, l'énergie, etc. Mais intérieurement, c'était Bagdad, c'était catastrophique. Je me remettais énormément en question. Mais ça se voit pas, hein. C'est clairement... Mais aujourd'hui, j'ai travaillé dessus, tu vois. Mais je te parle à l'époque quand j'étais salariée, même quand je me suis lancée en tant qu'indépendante il y a 4 ans. Mais en tant que salariée, c'était la différence, l'incohérence entre ce que tout le monde percevait de moi, me disait, et moi, ce que je pensais de mes compétences, c'était catastrophique. Ah oui, d'accord. Et du coup, j'ai une question qui vient comme ça. Rapidement, on ne demande pas une analyse psychologique poussée à fond ou autre chose, mais est-ce que tu as déjà vu des managers qui dirigeaient des équipes qui avaient ce syndrome d'imposteur et du coup, qui avaient un management plutôt toxique, ou je dirais qui fatiguait leurs équipes parce que lui-même avait un syndrome d'imposteur, inconscient ou conscient? Enfin non, c'est souvent inconscient en plus. Alors, ce cas de figure-là, non. D'accord. J'ai jamais eu des managers qui du coup étaient toxiques de par leur propre syndrome de l'imposteur. En revanche, des managers complètement épuisés parce qu'ils ont le syndrome de l'imposteur et qui du coup n'arrivent pas à déléguer, n'arrivent pas à tu vois, vivre très mal les feedbacks, les retours de leurs équipes par exemple, ou ce genre de choses. Oui, j'en ai eu. D'accord, ok. Donc ça, être un dirigeant ne sauve pas forcément. Ah non, mais pas du tout. Et c'est même un peu le contraire. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi des études, il y a des études très claires qui ont montré que parmi les CEO, ce genre de choses, t'as plus de 80% d'entre eux qui disent que oui, il y a des moments où ils ont l'impression qu'ils savent pas ce qu'ils font et qu'ils sont pas à leur place, tu vois. Donc, on peut même considérer que plus tu évolues, en fait, plus tu réussis, on va dire, socialement, plus tu as presque de chances que ce sentiment d'imposture débarque. Ça me fait penser à toutes les dépressions qu'on voit chez certains grands artistes, certains... D'accord. Ah, ça, c'est la révélation du podcast. Mais c'est comme Léna Situation, tu vois qui c'est? Oui, je vois très bien. Léna Situation qui avait fait une vidéo ouverte sur son syndrome de l'imposteur où elle s'est rendue compte que quand elle a explosé, il y a un truc, elle s'y attendait pas, ça a complètement explosé. Et tout à coup, le niveau d'attente sociale, tu vois, autour d'elle. En fait, moi, je suis personne pour avoir pour l'influencer comme ça, les gens. Enfin, il y a un espèce un peu de contre-coup énorme. Donc, plus tu évolues et plus aussi tu peux avoir le syndrome de l'imposteur, bien sûr. Ah d'accord, ok. Donc j'ai une dernière petite question, tu me permets, parce que là, j'essaie d'anticiper ce que tout le monde va penser. Hein. Vas-y. Ça veut dire que ce n'est pas que ça peut s'activer, mais pas que dans un travail. Il suffit que quelqu'un ait fait un shift, un grand move dans sa vie, pour qu'il ait ce syndrome d'imposteur. Ça peut être celui qui crée son entreprise et qui a un succès. Ça peut être celui qui, personne n'a réussi à avoir le bac dans sa famille, mais lui, il a réussi même à avoir un master. D'accord, ok. Donc c'est... Complètement. Ah oui, tout ça, c'est bien sûr, tout ça, c'est des situations. Moi, j'accompagne aussi. J'ai parmi mes clients, tu vois, j'ai des clients qui viennent de se lancer en tant qu'entrepreneur, par exemple. J'en ai qui ils vont se lancer en tant qu'entrepreneur. Ils anticipent. Ils savent déjà qu'ils ont le syndrome de l'imposteur dans leur job, c'est compliqué. Et ils sont suffisamment intelligents et conscients d'eux-mêmes pour savoir que, là, je vais me lancer dans quelques mois. Je sens que je vais me bloquer. Je sens que je vais pas aller jusqu'au bout si je travaille pas là-dessus en premier. Parce que en effet, quand t'es entrepreneur, c'est encore autre sujet, mais il y a aussi énormément d'impact. Tu vois, si on tire les liens, tu vas pas vouloir te rendre visible. Tu peux peut-être changer d'idée, changer de projet, refuser des clients, voilà. Waouh. Ok, ça c'est la troisième grande révélation, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés. D'ailleurs, c'est ma question. Donc,
là, tu as parlé des accompagnements, mais justement, au cours des accompagnements, des formations que tu donnes auprès des adultes, que ce soit dans des centres ou en coaching personnalisé, en fait, quels sont les signes ou les comportements je vais te tutoyer, désolé. Non, vas-y, mais avec plaisir. Qui va t'alerter sur la présence du syndrome de l'imposteur. Comment tu vas le détecter? Alors, de manière générale, un peu les signaux, ça va être déjà la réponse face au challenge, face au projet ou face à un apprentissage. Souvent, il peut y avoir ces discours du style oh, je vais pas y arriver ou c'est trop dur. Enfin, tu vois, ça anticipe un peu la catastrophe. Il peut y avoir aussi, moi, ce que je vois beaucoup, c'est ceux qui ont toujours besoin de faire encore une formation. Tu vois, donc quand j'interviens en tant que formatrice, parfois je les vois, c'est ah oui, mais là, attends, je suis pas assez formée, j'en sais pas assez. Ouais, mais moi, après la formation, je vais refaire une autre formation pour. Enfin, tu vois, il y a un peu ça. Les signaux, ça peut être la manière dont ils vont avoir ou ils ou elles vont avoir de parler de leur parcours. Ah oui. Comment ils se mettent en avant ou pas, et de parler de leurs compétences du coup. Oui, non, mais là. T'auras d'exemples, voilà. C'est quoi un petit exemple, si c'est possible. Un petit exemple, ça peut être. Oui, bah là, en effet, en ce moment, j'étais avec une cliente ce matin. Elle me disait voilà, j'ai mon client, il est super content de ce que j'ai fait. Mais bon, moi, rien n'y fait. Je suis convaincue. Là, pour moi, c'est un coup de bol, quoi. Là, vraiment, je ne comprends pas. Et c'est vraiment très sincère. Tu vois, c'est pas de l'humilité. C'est pas de la modestie, c'est pas de l'humilité. C'est vraiment, elle est convaincue, elle est incapable de t'expliquer en quoi elle a contribué là à la satisfaction de son client. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont qui ont ce syndrome. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont un peu qui ont ce discours même, Et ce que je réalise, c'est que c'est peu importe la place qu'on a dans la société. Oui. Ah oui, d'accord. Tout à fait. Donc ça, c'est parmi les signes en tout cas. Est-ce qu'il y en avait d'autres encore? Oui, il y en a d'autres. En fait, le truc avec le syndrome de l'imposteur, c'est que vraiment, tu as une vision, comment dire, ta définition de la compétence, elle est très, elle est malsaine, elle est toxique, elle est complètement, voilà, je serais vraiment, si j'étais vraiment compétent, tu vois, ma cliente de ce matin, si j'étais vraiment compétente, je devrais pouvoir répondre à toutes les questions qu'on me pose, tout le temps. Je devrais tout savoir déjà sur le sujet. C'est vraiment, il faut, voilà, t'as un niveau d'exigence avec toi-même sur ce que ça veut dire d'être compétent qui est bien trop élevé. Et donc, en effet, comme c'est impossible, c'est inatteignable, tu tournes un petit peu en rond. Et du coup, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir des mécanismes de protection qu'on va avoir tendance à mettre en place pour essayer de se protéger de tout ça. Donc, ça peut être soit la procrastination, soit le fait de surtravailler. Il y en a qui travaillent bien plus que nécessaire. Le perfectionnisme, maladif, là, c'est too much. L'angoisse, l'anxiété, les signes, en fait, les signaux en termes émotionnels. L'anxiété, c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup. Ouais, beaucoup. Ouais. Les difficultés à gérer les échecs ou les erreurs. D'ailleurs, en général, tu confonds échec et erreur. Vraiment, tu as fait une erreur, tu as oublié une faute dans un mail ou. Ok. C'est quoi ta définition d'échec ou d'erreur? Parce que là, c'est peut-être évident pour toi, mais je pense que pour plein de personnes, c'est pas évident. Tu vois, justement, moi, je pars du principe quand même que dans la vie, il n'y a pas énormément d'échecs. Enfin, en tout cas, c'est moi, ma vision, dans mon mindset, j'essaie de me dire ça. Mais typiquement, faire une erreur dans ton mail, n'est pas un échec. Non. Tu vois ce que je veux dire? Un échec, c'est en effet, tu as eu un projet qui ne s'est pas réalisé. Si je devais traduire, je dirais ça comme ça. Tu vois, un échec, c'est un projet qui n'a pas pu aller au bout. Tu as monté ta boîte, je sais pas, ça s'est cassé la gueule, ça n'a jamais marché. Bon, on peut considérer que c'est un échec, tu en as appris des leçons, ok, pourquoi pas. Une erreur, c'est
c'est un truc, c'est minime, quoi. On fait tous des erreurs. J'ai oublié la pièce jointe dans le mail. Je sais pas, j'ai oublié une phrase dans ma présentation. Tu vois, c'est des petites. J'ai fait une bourde, quoi. Mais la différence quand on a le syndrome de l'imposteur, c'est que souvent on va considérer que l'échec et l'erreur, c'est un peu la même chose, quoi. Enfin, on va le vivre avec la même intensité. Ah ouais, mais ça c'est super dangereux par contre. Bien sûr. Oui, là, mais en général, t'es pas au top, quoi, selon l'intensité, encore une fois, avec laquelle tu vis ton syndrome de l'imposteur. Et encore une fois, ça peut varier selon la période, la situation dans laquelle tu es. C'est un cocktail très, très, très déjà négatif, mais du coup, pas bon pour la santé, quoi. Je te le recommande pas. Je te souhaite pas d'avoir le syndrome de l'imposteur. C'est vraiment pas ouf, quoi. Ah, mais c'est clair. Et d'ailleurs, j'ai une sous-question. C'est est-ce qu'il y a une temporalité? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui... ma vraie question, c'est est-ce que ça peut être quelque chose qui reste sur le long terme si on ne fait pas un travail dessus? Est-ce que ça peut suivre toute une carrière ou enfin une grosse partie de carrière? Oui. Ah oui. Complètement. Mais complètement. Complètement. Encore une fois, il y a différents cas de figure. Je peux pas faire une généralité, mais à travers, je te dis, moi, ça fait plus de 3 ans que je suis sur le sujet. J'en ai parlé avec des centaines, 1000 personnes. Ouais. Oui, moi, j'ai rencontré des femmes qui à 45 ans, 50 ans, qui me disaient, mais je me rends compte que ça a pourri toute ma carrière, en fait, parce que depuis que j'ai démarré, donc, tu peux avoir ça et tu peux avoir aussi des personnes pour qui c'est vraiment beaucoup plus ponctuel. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on parle vraiment d'un syndrome de l'imposteur ou tout à coup une petite pression de performer par rapport à un projet ou quelque chose comme ça? Voilà, parfois, c'est pas forcément non plus le syndrome de l'imposteur. C'est vrai que maintenant, on a un peu tendance à l'attribuer à tout et n'importe quoi. Mais c'est sûr que si on ne travaille pas, oui, tu peux te le trimballer à un moment. Mais il y en a pour qui ça évolue. Il y en a pour qui, voilà, c'est les prises de poste. Tu vois, par exemple, une prise de poste, ça va être une période de chômage, prise de poste. Là, ça débarque à fond. Et après, ça se régule une fois qu'ils ont pris leur marque. Ça devient gérable. Ça va vraiment dépendre des gens. Et d'un environnement aussi beaucoup plus sain. Et de l'environnement aussi dans lequel tu es aussi, bien sûr, ça peut être un des facteurs. Très bien. D'ailleurs, en parlant de personnes, est-ce que tu as un exemple concret d'un candidat ou d'une candidate qui a réussi par j'allais dire tes gestes, par ton accompagnement à dépasser ce syndrome? Et en fait, qu'est-ce qui a été déterminant en fait dans cette démarche? Ouais, je pense à une cliente l'année dernière avec qui j'ai bossé. C'était hyper impressionnant parce qu'elle est vraiment arrivée. Elle était en recherche d'emploi, tu vois. Et puis il y avait un peu aussi ce sentiment elle voulait repasser salariée. Elle était indépendante. Enfin, je te passe un peu les détails. Et je me souviendrai toujours de ces mots. Elle m'a balancé cette phrase, premier rendez-vous, elle me balance j'ai l'impression d'être une gamine de 7 ans dans un corps de femme de 40 ans. Waouh. Et en fait, elle était, tu vois, elle avait un peu ce profil de toujours dynamique, toujours le sourire, elle y va et machin. Et en fait, intérieurement, c'était terrible pour elle. Et là, elle se remettait énormément en question. Donc, évidemment, on a fait tout un travail ensemble à travers le programme By l'imposteur qu'elle a suivi, déjà de conscientisation. Après, moi, je lui ai apporté aussi des réponses encore plus personnalisées avec mon background de RH, de recruteuse, ancienne recruteuse. Vraiment aussi lui donner des tips, la challenger, la coacher sur son positionnement auprès des recruteurs, de son discours, etc. Et donc cette reconnaissance de son propre syndrome, de ses croyances, on a travaillé aussi justement c'est les différentes croyances qu'elle avait par rapport à la compétence, par rapport aux prises de poste. Enfin voilà, il y a tout son niveau d'exigence, son perfectionnisme. C'est parce que ça la rendait malade dans le sens où elle pouvait avoir énormément de maux de ventre, mal dormir la nuit. Enfin, physiquement, il y avait vraiment aussi des conséquences. Donc ça
Ah mais bah bien sûr, tout ça c'est lié. Hein. À un moment donné, tu as des réactions, tu as des réactions physiologiques. Ouais. S'il est vécu de manière extrêmement intense, ça va jusque là évidemment. D'accord. Le corps parle. Et c'était incroyable parce que voilà, je crois que c'est notre accompagnement, c'était 4 mois. À la fin du premier mois, elle avait trouvé un nouveau job. Et elle a démarré. Bon là, ça fait 1 an qu'il y est. Elle est très contente. Et en fait, la prise de poste pour elle a été une vraie mise en pratique de tout le nouveau système, tout le nouveau mode de fonctionnement, les nouveaux comportements. Et elle a réussi, voilà, avec beaucoup plus de sérénité, avec plus de recul. Elle s'est accordé plus de marge de manœuvre à faire cette prise de poste. Elle en était ravie. Beaucoup encore une fois, de prise de distance, tu vois, de prise de recul de manière générale. Elle avait plus de symptômes physiologiques et ça, c'était fou pour elle parce qu'en fait, elle anticipait déjà. Je vais me rendre malade avec la prise de poste. Je sais déjà que je vais pas être à la hauteur, que je vais pas être capable. Et avec tout le travail qu'on a fait, voilà, elle était capable de gérer ça avec plus de sérénité, des retours même pour sa famille parce que quand t'es stressé comme ça à ce point-là, pour ta vie familiale, ça a aussi des conséquences. Et voilà, et donc ça c'était une belle réussite. Donc c'est à la fois guérison on va dire ça s'est réharmonisé sur son plan extérieur du travail, donc on va dire famille, relations professionnelles, personnelles, professionnelles, ça s'est réharmonisé aussi, mais aussi physiquement, c'est-à-dire le corps parle. Donc en fait on veut pas, on peut faire semblant, je te vois pas, mais en fait par ailleurs. D'accord. Et c'est ça tu vois, souvent c'est le premier pas, et c'est pour ça que je pense que les podcasts comme le tien sont super importants. Je pense que c'est le premier pas. Il y a souvent un vrai sentiment de honte à avoir le syndrome de l'imposteur, et en fait c'est tellement, on veut même pas trop le regarder, on veut même pas trop écouter tout ce qu'on se raconte. Donc en fait on le vit de manière très seule. Parce que en parler, c'est aussi prendre le risque que les gens nous le disent. Bah oui, en fait, tu sais pas du tout ce que tu fais, t'es pas du tout compétent, donc on va rien dire. Et en effet, derrière le sentiment de solitude, de honte, de culpabilité. Ah ouais, mais attends, mais je continue à faire semblant que je sais le faire alors que j'ai accepté ce projet, ce poste, mais je sais pas du tout ce que je fais. C'est extrêmement toxique en fait sur du long terme. Ça peut être très très lourd à porter. Donc le premier pas déjà, d'oser en parler à quelqu'un de bienveillant, qui est capable de comprendre, d'accepter, tu vois, de pas te juger et de te dire, ok, attends, il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles tu peux penser ça, et viens, on va aller travailler ça ensemble. Rien que ça, cette cliente-là, c'était incroyable parce que vraiment semaine après semaine, le changement était ouf, quoi. Elle me disait, mais Léa, j'ai écouté là la formation, j'ai écouté ça là, j'ai eu 46 000 déclics dans mon cerveau. J'ai fait ça. Et la différence avec cette cliente aussi, ce qui a fait qu'elle est allée aussi vite, aussi loin en termes de changement, c'est qu'elle a agi. Ouais, c'est ça. Elle s'est mise en action, elle a osé faire, elle a osé tester. Et c'est ça aussi qui lui a permis de se faire la démonstration qu'elle pouvait fonctionner autrement, quoi. Alors là, c'est là où je vois qu'il faut être quand même accompagné. Parce que, si j'ai bien compris, et là, en fait, t'as anticipé ma dernière question, c'était les fameux conseils. Mais si j'ai bien compris, la première chose, c'est qu'il faut en parler, mais aux bonnes personnes. Et je pense que quand on a un syndrome de l'imposteur, peut-être qu'on ne s'accompagne pas forcément des personnes qui vont nous valoriser au mieux, j'imagine. C'est des gens qui vont confirmer ce qu'on pense intérieurement. Donc déjà, il faut faire ce choix. En fait, c'est ça, mais c'est aussi, tu sais, si moi je vais te raconter, Mbaï, j'ai mon syndrome de l'imposteur, je suis convaincue que je suis pas à la hauteur, que je vais jamais y arriver. Mais si toi aussi, t'es convaincu que toi-même tu vas pas y arriver, que tu vois, c'est bien. Pendant 1 heure, on peut se dire à quel point on est nul et à quel point on est incompétent et que voilà. Mais est-ce que vraiment on est en train de se tirer vers le haut? Je ne suis pas sûre. Ça, c'est limite à un moment donné, tu vois. Il faut, pour casser stopper ce mode de pensée, c'est bien d'avoir quelqu'un qui soit un peu en dehors, quoi, pour faire un pas de côté. En tout cas, si tu as un dernier conseil, c'est avant qu'on conclue, ce serait lequel? Que ce soit, alors un conseil, on va prendre pour les jeunes en sortie d'études, parce que crois-moi que eux aussi c'est important. Ceux qui sont en carrière et les seniors.
si tu as, pour ces 3 strates, un petit conseil, c'est la question surprise quand même. Alors, un petit conseil pour chacune de ces strates. Pour les étudiants et les étudiantes, le conseil que j'ai à leur donner, c'est vraiment... en fait, pardon, mais déjà, j'ai envie de vous dire, c'est normal que vous ayez le syndrome de l'imposteur. Vous venez de passer des années à être évalué sur vos compétences. On vous a attribué des notes. On vous a laissé penser que là, votre potentiel et vos compétences étaient liés à un bulletin de notes. C'est normal que vous vous sentiez pas encore à la hauteur. Allez bosser, faites du gratuit, faites des projets à côté, osez. Vous faites énormément de choses et vous avez bien plus de compétences que ce que vous pensez après avoir obtenu votre diplôme. Toutes vos expériences en association, j'en sais rien, vos brocantes le dimanche, vendre votre compte Instagram, les trucs que vous faites sur Vinted. Vous avez bien plus de compétences que vous voulez bien penser. Et quand on vous recrute en tant que junior, on cherche aussi avant tout un potentiel, une personnalité, des soft skills. Donc, n'ayez pas peur de les montrer et ne vous inquiétez pas de ne pas savoir quelque chose que vous n'êtes pas censé déjà maîtriser. C'est normal. Pour ceux qui sont... donc, tu m'as dit en changement de carrière, c'est ça? Enfin, ceux qui sont en plein dans la carrière, donc c'est-à-dire, c'est bon, ça fait peut-être 2-3 ans qu'ils travaillent, mais c'est là aussi tout se joue. Hein. Je suis pas encore senior, mais voilà, je suis en plein dans la carrière. Alors, je suis en plein dans la carrière, je dirais, en l'occurrence, là... Attends, en fait, j'essaie de... Tu sais, je trie dans ma liste de tous les conseils que je peux donner, tu sais, de manière générale. Mais faudrait un truc général. Ouais. Pour les gens en milieu de parcours, je pense que... alors, c'est bête, mais je vous dirais quand même, parfois, juste pour tester, juste pour vous faire, entre guillemets, vous faire du bien, allez regarder quand même ce qui se passe ailleurs. Ouais, ok. Tu vois, allez de temps en temps faire des entretiens, entretenez votre capacité à parler de vous, de votre parcours, de vos compétences, même si vous n'allez pas changer d'entreprise après, mais allez rencontrer d'autres personnes, continuez à alimenter votre réseau, continuez à ne rester pas caché dans ce poste-là, et qui finalement peut très vite vous laisser penser à un certain point que vous valez rien d'autre nulle part. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Restez ouvert à ce qui se passe ailleurs, restez sur LinkedIn, acceptez potentiellement de temps en temps, 1 fois par an, des entretiens, allez regarder ce qu'on vous propose en termes de rémunération, en termes de job, parce que ça, mine de rien, ça fait du bien. Ah, super. Et pour les seniors? Et pour les seniors, ça, c'est un sujet complexe. Les seniors, si vous vous inquiétez de votre niveau de compétence, j'ai envie de vous rappeler que ce qui inquiète le plus en général les recruteurs face au profil senior, c'est la non-capacité à s'adapter, à rester ouvert à ce qui se passe, aux nouvelles technologies, tu vois, à tout, à l'IA, les machins. Donc, restez... démontrer aussi votre capacité, pas justement à tout savoir. Ah, d'accord. Ouais, ok. Justement, à ne pas encore savoir et à avoir envie d'en savoir, de continuer à en savoir plus. Je pense que c'est... Voilà, on attend... bien sûr, positionnez-vous en tant qu'expert sur votre expertise, mais n'oubliez pas de rester ouvert à... Je peux encore apprendre et on peut encore faire mieux. Et en fait, c'est complètement OK. Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas, ça veut juste dire que vous êtes très adaptable et c'est très bien. Ah ouais, ça c'est important, ça. Montrer qu'on est adaptable, flexible, qu'on est prêt à apprendre et qu'on n'est pas quelqu'un qui pense que je sais tout et ça marche comme ça. Et ça peut faire très peur en fait. Hein. Chez les profils seniors et pour en avoir reçu moi, quand j'étais recruteuse, voilà, c'est top. On cherche quelqu'un de confirmé, de senior sur son job. Mais si c'est quelqu'un qui arrive pour mettre sa vision et qui n'est pas du tout ouvert, tu vois, qui n'a pas cette adaptabilité aux autres, à notre mode de fonctionnement, à notre contexte, tout de suite ça peut faire peur, ouais. Super. En tout cas, merci. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Épelle bien les lettres. Vas-y, doucement.
où est-ce Bien qu'on peut te sûr. retrouver, et, voilà, dis-nous tout, et je mettrai aussi tout en description. Trop bien. Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn au nom de Léa Chantrel, Chantrel. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur le compte by-8 l'imposteur, tout attaché. Okay. Et puis après, sur le LinkedIn, vous allez voir sur mon profil LinkedIn, il y a accès à ma newsletter. J'envoie tous les vendredis un petit message, un petit mail sur la confiance en soi, sur le syndrome de l'imposteur, avec des petits challenges, des petits tips pour vous aider. Je confirme. Je confirme. Et tu reçois aussi. Et vous pouvez me retrouver aussi sur bylimposteur.fr, où là, vous avez le détail de tous mes accompagnements, tout ce que je fais, que ce soit pour les entreprises en termes d'intervention de conférences, ou que ce soit pour les particuliers avec mon programme By l'imposteur, qui est un programme, encore comme on l'a déjà dit au début, mais je le répète, un programme de coaching et de formation sur 4 mois pour aider notamment les femmes, je bug en même temps, à apprivoiser leur syndrome de l'imposteur, muscler leur confiance en elles pour pouvoir enfin se sentir à leur place dans leur vie pro. Et bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci avec beaucoup plaisir, Mbaye. Pour tous ces conseils-là. Je t'assure que c'est ce qui peut faire un grand move, mais pas que dans la carte professionnelle, avec aussi le perso. Vraiment un très grand merci, et tu reviens quand tu veux sur le média. Et écoute, je reviens quand je veux. Écoute, à ton c'était un plaisir, Mbaye. Merci à toi, et puis merci de donner l'occasion, l'opportunité, à ceux qui en ont besoin de recevoir des conseils gratuitement comme ça. Moi, je crois aussi beaucoup à ça, à la solidarité, au partage. Ouais. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire à travers mes réseaux, à travers ce sujet aussi. Et puis, trouver sa place, c'est quand même un vrai sujet. Trouver sa place aujourd'hui dans le monde du travail, peu importe notre âge, peu importe la situation, peu importe le secteur d'activité. Et donc, se serrer les coudes et ce que tu fais, toi, avec ce podcast, je suis trop contente de participer à ce genre d'initiative. Merci, ça se voit pas en podcast, mais j'ai un énorme sourire. Merci beaucoup. Et puis, allez, prenez bien soin de vous, et on se dit à très bientôt. Ciao. À bientôt, ciao.